Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est NT, on se retrouve sur une masterclass dédiée à Parcoursup. On va travailler ensemble sur les bons choix pour intégrer Passlas. Donc, faut pas hésiter dans le chat si vous avez des questions pendant la masterclass. Moi, j'y réponds ou en commentaire sur la vidéo YouTube si vous êtes en replay. Et puis, bien sûr, je prendrai un temps, bien sûr, pour répondre à tout le monde. C'est quand même le but du jeu. D'accord ? Donc déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle NT, Anthony Thierry. D'ailleurs, vous me direz dans le chat, dans les commentaires, ça fait longtemps que vous me connaissez ou pas à travers YouTube, notamment. Faut pas hésiter. J'aime bien quand il y a des petits nouveaux, tout ça, échanger avec vous. Je suis enseignant et coach Passlas depuis maintenant plus de 10 ans. Donc du coup, j'ai passé moi-même la PACES il y a un peu plus de 10 ans. D'accord, j'ai intégré Pharma à Nancy et c'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis, avec le nouveau système. Passe ça depuis 2020, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc j'ai la chaîne YouTube, c'est Macademy by NT. Donc vous avez certainement connu la chaîne YouTube. Et j'ai une pédagogie plutôt innovante puisque vous êtes peut-être pu constater à travers déjà les vidéos que je fais plutôt des résumés de cours. On va à l'essentiel et après on va sur des entraînements plus poussés, QCM, exercices. Vous puissiez réussir votre année de la meilleure façon possible. C'est un peu l'idée. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les différences entre PASS, LAS, la LSPS. En fait, on va regarder aussi un peu quelles sont les stratégies pour rentrer en filière MOPK si on n'arrive pas aussi à avoir tout ça, parce qu'il y a des stratégies qui existent maintenant. On regardera bien sûr les critères de sélection pour bien choisir ses vœux. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre. Comment on fait la répartition entre les vœux et les sous-vœux ? Voilà, on peut faire quelque chose comme ça qui peut être vraiment important. Donc ça, bien sûr, c'est un peu plus difficile à décrire. Il faut plutôt y aller au cas par cas, mais c'est vrai que je peux vous donner des ordres de grandeur, des idées qui vont vous permettre de mieux choisir vos vœux. On regardera un peu les métiers qui sont liés à la mineure et je vous ai aussi sélectionné un certain nombre de métiers qui sont, on va dire, d'avenir sur la santé. Donc ça vaut le coup un petit peu de regarder ça, sachant que les métiers de la santé évoluent énormément et ça va très très vite. Et en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte quand nous on est à 17, 18 ans, on doit choisir sur Parcoursup sa filière pour la vie. On sait pas encore les métiers qui existent. Et bien sûr, je prendrai un grand temps pour répondre à toutes vos questions. D'accord ? Donc faut pas hésiter. Alors déjà, première chose très simple, mais quelle est la différence entre la LAS et le PASS et un peu les émotions qu'on a quand on parle de LAS ou de PASS. Quand je parle à des étudiants, voilà, tu veux faire quoi plus tard ? Je veux faire médecine. Ok, ils vont se dire tout de suite, je fais le PASS. Parce que je comprends, c'est tout à fait logique. On pense que le PASS, c'est la voie royale, un peu comme la PACES à l'époque. Et on se dit tout de suite, je veux faire médecine, on fait le PASS. D'accord ? C'est une stratégie qu'il faut prendre en œuvre. Mais il y a beaucoup d'alternatives possibles maintenant avec la LAS, parce que la LAS prend de plus en plus de place maintenant dans les formations, et du coup, ça élargit le champ des possibles. Alors la LAS, pour rappel très simple, c'est la licence avec option santé, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une majeure qui n'a rien à voir avec la santé, et une mineure santé. Ça veut dire qu'en gros, grosso modo, vous avez un tiers de santé pour 2 tiers de majeure qui n'a rien à voir, d'accord ? Et tout ça, ça peut vous amener à la filière MMOPK par la suite, bien sûr. Vous avez bien sûr le PASS, parcours accès santé spécifique. Vous avez une majeure santé et une mineure autre que santé. 2 tiers de santé pour 1 tiers de mineure. Ça, c'est ce qu'on vous met dans les plaquettes, d'accord ? Dans la réalité, c'est tout autre. Faut regarder en fonction de comment ça se passe. Alors, je vous ai mis une petite image toute simple sur le déroulement de la première année pour vous montrer quelques stratégies à mettre en œuvre. En fait, il faut bien comprendre la manière dont vous allez réussir votre année. Vous êtes en passe, admettons, on est sur le violet à gauche, là. En fait, pour pouvoir valider son année, il faut avoir, la moyenne, mais être parmi aussi les meilleurs pour passer tout de suite en deuxième année, donc en filière MMOPK, sans avoir à passer le deuxième système des épreuves écrites et orales qu'on va pouvoir rajouter par derrière. Donc si vous avez déjà plus de 10 sur 20, donc en général, en fonction des universités, ça peut aller entre 10 à 15. Donc si entre 10 à 15, par exemple, vous avez 12, vous devez rajouter encore une épreuve écrite et des épreuves orales, ce qui est compliqué pour prétendre à passer après en MMOK. Et si par contre vous avez au-dessus de 15, vous êtes tout de suite admis. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, mais ça représente qu'un petit pourcentage. 10, 15, 20% de tous les étudiants. D'accord ? Par contre, si vous avez en dessous de 10, là, vous êtes disqualifié, si je puis dire, et du coup, vous allez rentrer en une LAS 1 ou alors une L1 sans santé si vous voulez vous réorienter par la suite. Donc, la stratégie, c'est au moins d'avoir la moyenne, parce que si vous avez la moyenne, dans tous les cas, vous passez en LAS 2, d'accord ? En LAS 2, et vous pourrez retenter l'année d'après, du coup, la partie santé, d'accord ? Vous avez 2 chances à partir de ce moment-là. Donc, vous avez la passe, première chance, et la deuxième chance, soit la tenter en deuxième année de LAS ou la troisième année de LAS. Voilà.
Ou alors vous voulez être un peu plus soft dans la stratégie, vous passez pas par la passe, vous passez directement par une LAS, vous faites une LAS 1, vous avez la moyenne, vous tentez les éléments, vous continuez, vous avez l'As 2 et l'As 3, etc. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez y aller, quoi. Ok. Bon, bien sûr, je vous conseille de travailler le plus tôt possible dans le sens où vous allez tenter vos chances le plus vite possible. N'essayez pas de dire bon, ok, j'ai 2 chances, j'ai 3 ans. Bon, la première année, je la tente pas, je tente la deuxième, la troisième. Faites pas ça. Tentez tout de suite parce que perdez pas de temps, d'accord. Alors maintenant, il y a d'autres possibilités pour rentrer en filière MOPK. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais on a aussi dans certaines universités la possibilité de passer par le côté infirmier, donc l'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On peut, pour certaines facs de médecine, passer en filière MOPK à partir de ça. C'est pas mal, ok. On a aussi des filières LSPS, donc licence sciences pour la santé. On va retrouver ça notamment à Strasbourg ou à Paris, à Créteil par exemple. Par contre, ça ne concerne pas généralement les filières kiné. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est une sorte de fusion entre la PASS et la LAS. Je trouve que c'est très intéressant. Parce que du coup, ça nous permet voilà, d'avoir vraiment le côté santé. Alors en plus, on a le côté plutôt ingénieur en santé. Et là, on peut passer après en deuxième année de filière MOPK. Et moi, je trouve que les perspectives sont plus intéressantes avec la LSPS. C'est pas dans le cas, bien sûr, des universités, c'est dommage. Hein. Mais pour ceux qui ont décidé de faire ça, effectivement, c'est une meilleure stratégie, je trouve. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix à faire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite, d'accord? Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent, voilà, que ça va être long. Oui, mais ça va être long comment? Parce que on nous dit médecin, c'est 10 ans. Ok, mais il y a plusieurs stratégies à voir. Parce qu'en fait, si je prends par exemple une sage-femme, et ben on est sur 5 ans, voire même 6 ans d'études. Souvent, on rajoute une 6e année en sage-femme. Après, sur médecine, bien sûr, on va faire au moins 9 ans d'études si on veut faire médecin généraliste, au moins 10 ans d'études si on veut faire médecin spécialiste. Mais regardez bien, à chaque fois qu'il y a une barre là, c'est qu'il y a un nouveau concours. À partir de la 6e année de médecine, vous avez un autre concours qui s'appelle les EDN, c'est au niveau national, et c'est en fonction de ce classement-là que vous allez avoir le choix de vos spécialités, de ce que vous voulez faire. Pareil pour médecine généraliste, d'accord? Vous êtes obligé, bien sûr, de passer ce concours-là. Et donc du coup, faut à un moment donné se sacrifier en se disant, ok, moi je voulais personnellement rester par exemple dans le Grand Est. C'est pas mon cas, je parle d'un exemple. Par exemple, je veux rester dans le Grand Est, et puis la médecine, voilà, mon classement fait que j'ai rien dans le Grand Est qui m'intéresse, mais je vais devoir aller dans le Sud. Est-ce que j'accepte ou pas? Donc il y aura un sacrifice géographique à faire plus tard. Je vous le dis tout de suite, vaut mieux le savoir, d'accord? Voilà, donc c'est potentiellement ça qu'on peut vous demander par la suite. Dentaire, du coup, on est sur 6 ans d'études pour être dentiste, mais on peut passer l'internat aussi, et du coup devenir chirurgien dentiste, pourquoi pas. Et on a pharma bien sûr. Pharma, c'est 6 ans d'études avec un concours internat. Si on a envie de faire l'internat, il y a plusieurs voies. On a l'internat en biologie médicale, par exemple. D'accord, on peut faire pas mal de choses. Petit point technique aussi pour médecine. Comprenez bien un truc, si vous voulez faire chirurgien, vous allez donc faire la 6e année de médecine, passer les EDN et intégrer l'internat de chirurgie. D'accord? Faites bien gaffe, c'est pas deux trucs, c'est vraiment deux trucs différents. Si vous faites médecin, spécialiste par exemple, vous faites l'internat en médecine. C'est deux choses différentes, deux internats différents, d'accord? D'accord, faites bien gaffe à ça. Il y a des passerelles qui existent entre les deux, bien entendu. Ok. Là, il manque kiné, parce que c'est des écoles, c'est autre chose. Mais kiné, on est sur 3 ans d'études minimum, maintenant 5 ans, parce qu'on préfère se spécialiser. Et on peut avoir aussi des hyper spécialisations en kiné. Et c'est super intéressant. Il y a tellement de choses à faire sur cette spécialité. Voilà. De manière très simple, d'accord? Je vous rappelle pour Parcoursup, vous avez jusqu'au 14 mars 2024 pour finaliser vos vœux. Et par la suite, on aura toute cette histoire de dossier. Alors en 2024, Parcoursup a pas trop modifié les éléments par rapport à l'année d'avant. La seule différence majeure, c'est que la lettre de motivation n'est plus obligatoire, ce qui signifie donc que potentiellement, vous avez la possibilité de pas mettre de lettre de motivation. Voilà. Alors, je pense que ce sera le cas pour une grande majorité quand même des passes ou des LAS, il y aura encore cette lettre, mais c'est uniquement pour tâter un peu l'algorithme Parcoursup. Voilà, ce sera tout. Après, pour tous les éléments du dossier, ça reste tel quel. De toute façon, on aura le temps d'y reparler dans une prochaine masterclass. Ok. On va maintenant un petit peu voir les critères de sélection sur Parcoursup. Je vous fais un petit rappel, si vous avez regardé les vidéos, c'est tant mieux pour vous. Je vous fais un petit rappel très rapide, mais l'idée c'est de comprendre comment on va faire ses choix par rapport à ce qui est mis en termes de critères, d'accord? C'est ça qui va être très 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 important. Alors, déjà le secteur géographique. Si par exemple,
Bon, j'ai reçu pas mal d'étudiants en entretien. Donc, prenons un exemple récent. Voilà, un étudiant qui était en Guadeloupe, par exemple, qui veut faire du coup le pass. Et ben, cet étudiant-là, qui est en Guadeloupe, la question qui se pose, c'est faut-il absolument qu'il mette des passes en Guadeloupe ou alors aussi au niveau national? Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie? Donc, bien sûr, la chose qui va être mise en avant sur Parcoursup, c'est la géographie. Donc, forcément, si on a fait ses études en Guadeloupe, qu'on a la passe possible en Guadeloupe, il faut le mettre en priorité. D'accord? Ensuite, derrière, on pourra choisir, en termes de stratégie, ce sera plutôt d'aller sur les LAS, qui sont en Guadeloupe, parce que c'est là qu'on a plus de chances de réussir. Et après, tout ce qui va se rapporter à ce qui est greffé par rapport à la métropole, pour tout ce qui est dom-tom, en général, ce qui est greffé, ça va être Bordeaux, Toulouse, Montpellier, voilà. Il vaut mieux, voilà, centraliser là-dessus. Et éviter, du coup, les passes type Paris, Strasbourg, tout ça, où là, en fait, c'est les étudiants plutôt qui sont à Paris ou les étudiants qui sont à Strasbourg qui seront prioritaires. Et là, il y aura quasiment peu de probabilité de réussir. Donc la géographie a une importance capitale. Les notes du bac, les spécialités du bac, bon, ça, je vous ai dit, il faut avoir à peu près 12 de moyenne pour être un petit peu tranquille, d'accord? Maintenant, pour les spécialités, si vous pensez que vous étiez un petit peu trompé, vous avez pris SVT alors que vous aurez peut-être préféré prendre physique, maths, ou ça vous changera pas, ça. À partir du moment où vous avez une cohérence sur votre projet par la suite, d'accord? Donc pas de panique. L'activité extrascolaire, ce sera intéressant par la suite, hein, tous les prix, les triomphes, ce que vous êtes utile à la société, l'association, tout ça. Ça, ce sera bien pour consolider votre dossier. Puis la lettre de motivation, j'en ferai une masterclass dédiée. Il y a déjà une masterclass présente sur la chaîne YouTube, je vous invite à la regarder. Je referai une autre masterclass, donc restez bien connectés sur les réseaux. Je referai d'autres exemples, d'autres points techniques peut-être que j'ai pas pu dire dans l'autre masterclass, d'accord? Donc n'hésitez pas à participer également à la masterclass, à toutes les masterclass d'ailleurs que je propose. Hein, vous avez vu, toutes les masterclass restent gratuites. Hein. Alors bien sûr, la question qui va se poser, ça va être le choix. Qu'est-ce qu'on doit choisir en priorité? Comment faire? Donc je vous ai dit un truc très simple. Si tu sais déjà que tu veux faire une profession de santé, donc ça veut dire médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme, au moins ces 5 corps de métier, tu sais exactement ce que tu veux faire. Dans ta tête, c'est le pass qui doit rentrer comme ça en résonance, d'accord? Et sinon, si tu sais pas encore, si tu as un doute sur vraiment la santé, mais que tu veux quand même explorer d'autres métiers autour de la santé quand même, là, ce sera plus adapté pour toi dans un premier temps, d'accord? Maintenant, pour les étudiants qui veulent absolument faire médecine, pharma, kinétique ou sage-femme, quelque chose comme ça, mais qui par stratégie, parce que c'est ça qu'on va regarder aussi aujourd'hui, hein, se disent finalement la LAS, j'ai remarqué, on m'a dit qu'il y avait plus de réussite en passant par la LAS. Est-ce que finalement je vais pas plutôt passer par là? Donc il va falloir réfléchir, notamment sur la mineure. Ça va être ça la grosse stratégie que vous devez mettre au point et pas vous tromper, quoi. Ok? Donc comment on va faire pour répartir ces vœux? Vous allez lister en priorité toutes les passes qui vous intéressent, dont vous pensez que majoritairement vous allez pouvoir être pris. Hein. Je parlais du secteur géographique, c'est un intérêt technique, hein, bien sûr. Mais bien sûr, derrière, il faut aller voir les perspectives, notamment les masters et les perspectives d'études qu'on propose dans l'université. Hein. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, j'en parlerai pas aujourd'hui, j'en parlerai plutôt dans l'autre masterclass. Les masters ont une importance capitale sur votre choix par la suite, d'accord? Donc vous allez en priorité mettre toutes les passes qui vous intéressent et vous allez éliminer toutes les mineures que vous souhaitez pas faire. D'accord? Et je vous expliquerai après, justement, en faisant la liste un peu des mineurs, quelle est la bonne solution. Hein. On va aussi lister toutes les LAS qui nous intéressent potentiellement et on va éliminer toutes les majeures qu'on ne souhaite pas faire. Hein, d'accord? Donc ça va être très très important de comprendre le concept. Et une fois qu'on a ça en tête, on va essayer de réfléchir à est-ce qu'on pourrait pas se laisser des vœux de côté. Si tu souhaites par exemple faire, je sais pas moi, infirmière, si jamais t'as pas la passe là, c'est que tu souhaites passer par le côté infirmier, paramédical, mets un vœu là-dessus, d'accord? Voilà, il y a plein d'étudiants qui rajoutent un petit vœu là-dessus. Ou alors, peut-être ils se sont dit, bon, si j'ai pas la santé, je prendrai peut-être une école d'ingénieur. Voilà. Donc, tu peux prendre effectivement un ou deux vœux pour faire quelque chose qui a rien à voir avec la passe et la LAS. Tu peux le faire, d'accord? Faut savoir aussi qu'en fonction des universités, vous pouvez avoir bien sûr un vœu, donc voilà, je veux faire passe, tac tac, et puis vous avez 10 sous-vœux, 10 sous-vœux qui correspondent par exemple à 10 mineurs. Ça redonne que un vœu, ça, d'accord? Donc faites bien gaffe dans la façon dont Parcoursup va mettre en place, enfin écrit sur la plateforme, si c'est sous-vœu ou vœu, d'accord? Si c'est un vœu et qui est écrit 10 sous-vœux, vous mettez les 10 sous-vœux et vous mettez un maximum de passes possibles, d'accord? Et vous supprimez par contre les mineurs qui vous intéressent pas. Ça sert à rien de rajouter. Ça sert à rien d'ajouter un truc que vous souhaitez surtout pas faire, d'accord? Voilà. Après, si ça vous coûte rien, vous pouvez tout mettre. Hein. C'est une question de vœu qui est important.
Alors comment on va choisir sa mineure? Alors pour choisir la mineure, déjà on va essayer de voir toutes les erreurs qu'il faut faire par rapport aux mineurs. Souvent je vois des étudiants, et dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube ou Insta ou autre, beaucoup d'étudiants disent ouais, dans ma LAS par exemple, il y a 80% de réussite. Voilà. Et donc forcément des étudiants se disent bon bah je vais tenter d'aller en LAS parce que ce sera plus facile, plus facile. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Et il y en a beaucoup aussi qui réussissent pas par rapport à ça parce que les 20% restants, on va dire, vont se retrouver dans une LAS qui leur plaise pas du tout. Ils ont pris par exemple une LAS droit parce qu'elle était stratégiquement intéressante, 80% de réussite, c'est super. Mais du coup, même quand on réussit, on va pas vouloir faire du droit. On va pas vouloir, tu vois. Donc tous les étudiants qui sont en échec, qui vont devoir passer en LAS de droit, ils vont pas vouloir aimer, ils vont pas être bien, voilà. Donc faites pas par rapport au taux de réussite, faites vraiment par rapport à ce que vous aimez faire. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui pensent qu'il faut prendre une mineure parce qu'il y a moins de cours à la fac. Pour certains mineurs, effectivement, soit c'est tout distanciel, soit c'est tout donné, soit c'est que des TD, il n'y a pas peu de coups de cours, ou quelque chose de beaucoup plus simple. Je pense toujours, effectivement, on parle de, par exemple, le droit. C'est pas la même stratégie d'apprentissage que la santé. Donc le droit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à apprendre, mais c'est beaucoup plus facile à absorber que de la santé si on arrive à mieux gérer. Ok. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de doublons, doublons de stratégie. C'est compliqué, quoi, compliqué. Ça, c'est une première chose qu'il faut bien voir. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent aussi avoir les cours en doublon. Il y a beaucoup d'étudiants qui prennent, par exemple, tout simplement sciences et vie de la Terre en se disant, c'est super. Comme ça, au moins, je vais faire la partie santé. Il y aura de la biologie et en SVT, pareil. Oui, sauf que la biologie qu'on va en santé, ça va être par exemple la biologie cellulaire, et la biologie qu'on verra en SVT, ce sera la biologie végétale. Donc c'est la cours de biologie, mais c'est pas les mêmes chapitres. Voilà. Ok. Donc faites bien gaffe à ça. Bien sûr, vous pouvez regarder dans les mineurs aussi la liste des chapitres et comparer avec la santé. Vous voyez ce qui peut être en rapport, par contre. Ok. Je prends un exemple très simple, mais en physique, en chimie, tout ça, on a la thermodynamique. C'est vrai que ça nous aide énormément d'avoir une mineure qui va être dédiée sur la thermodynamique pour comprendre la majeure, santé. Donc c'est vrai que vous pouvez faire une stratégie sur le fait de consolider un apprentissage que vous maîtrisez pas, par exemple. On pouvait faire un truc technique comme ça. Mais attention, il faudra penser à l'avenir derrière. Faut pas prendre une mineure en pensant qu'elle sera plus facile qu'une autre. Effectivement, on a des étudiants qui pensent que histoire, ça a l'air facile, et en fait, c'est super chaud, quoi. Et la plupart des étudiants qui prennent une mineure qui n'avaient pas pris au départ, en fait, se retrouvent à faire 2 tiers de mineure de plus. Voilà. Et du coup, c'est vraiment difficile à s'entraîner avec les deux, quoi, les deux en même temps. Ok. Et surtout, je vous conseille d'éviter tous les parcours généralistes. Tous les parcours généralistes. C'est-à-dire, en gros, vous prenez sciences et vie de la Terre. Vous réussissez pas votre année, par exemple. Vous êtes en L1, puis en L2, puis en L3, SVT, classique. D'accord. Ensuite, vous allez faire un master SVT. Ça, c'est, si je vous donne le parcours là, c'est pour faire prof de SVT en général. Mais même si on fait un master en biotech, alors qu'on fait SVT, là, on va pas être très bien. Pourquoi? Parce qu'on sera en rapport de force avec un diplôme d'ingénieur. Oui, parce que si on prend un ingénieur en biotechnologie, il a plus de poids, ok, pour le recrutement, que quelqu'un qui a fait un master en biotechnologie en passant par l'université. D'accord? Et ça, c'est vraiment délétère. En plus, on a un autre système encore pire que ça. Si je prends par exemple un master en biotechnologie, on a les pharmaciens, qui eux sont pharmaciens, et qui ont un master en biotechnologie. C'est mon cas d'ailleurs. J'ai un master en biologie végétale. Du coup, j'ai plus de poids que quelqu'un qui a fait une université avec juste un master en biologie végétale. Ok. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que le poids que vous avez sur vos spécialités par la suite, avec vos choix de master, ont une importance considérable sur le parcours de base, en fait, sur le parcours de base. Et la problématique qu'il y a avec la mineure, c'est qu'en fait, on vous demande de vous spécialiser tout de suite. D'accord? Alors que vous savez pas encore ce que ça veut dire. Et en fait, vous allez pouvoir jongler comme ça durant toutes vos études sur les différentes UE optionnelles que vous allez pouvoir faire. Et c'est ce qui greffera, en fait, par la suite, votre spécialité, votre tampon sur votre front en disant, moi, je suis élève en biotechnologie. Voilà, je fais ça, c'est ma spécialité. D'accord? Donc c'est un truc qu'il faut bien comprendre, il faut bien le penser à l'avance, c'est vrai que c'est pas facile. On va un peu regarder ensemble les différentes mineures possibles. Donc on a ce que je dis, les mineurs de type scientifique. D'accord? Donc on va retrouver là-dedans de la chimie, de la physique-chimie, de la santé. D'accord? Si vous prenez ça, c'est vraiment bien adapté pour pharma. D'accord? C'est vrai que quand on fait de la chimie ou de la physique-chimie,
et ben ça va être très associé à la formulation, à la galénique, comme on dit en pharmacie, d'accord, à la galénique. Pour la santé, c'est pareil, d'accord. Donc c'est très intéressant de faire ce genre de mineur pour pouvoir faire pharma. Mathématiques, biostat, on aime bien pour la médecine, on aime bien pour la pharma, parce que par la suite, l'avenir, c'est les biostatisticiens. Donc ça vaut le coup quand même de travailler sur ça, sur les modèles aussi en essai clinique. Il y a pas mal de choses intéressantes. Sciences d'ingénieur, biotech, ça fait partie vraiment des formations d'avenir. Sciences d'ingénieur, biotech. Quand je vous parle de biotech, c'est parce qu'il y a une importance capitale. On a énormément de sociétés de biotech qui existent de plus en plus. Année après année, on a des créations, on a beaucoup de créations parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et donc, on recrute pas mal de pharmaciens, pas mal de médecins, même des kinés pour justement travailler sur la biotechnologie. D'accord? Donc ça vaut le coup de travailler là-dessus. Donc essayez de mettre des UE ou un master sur biotech si par la suite vous faites médecine, pharma. Truc tout bête, mais si vous voulez faire médecin spécialiste de n'importe quel type de spécialité, vous serez à peu près obligé, je dirais, dans votre cursus, de faire un master en parallèle. Autant choisir un master qui a une importance capitale pour la suite de vos études, d'accord? Donc ça vaut le coup. Tout ce qui va être SVT, biologie, géosciences, toutes les filières de santé, mais comme je vous ai dit, ça, je vous le déconseille vivement, d'accord? N'allez pas sur ce genre de filière, s'il vous plaît, d'accord? Vous êtes des clones, hein. Quand vous faites SVT, biologie, vous êtes des clones. Et donc, du coup, vous sortez tous en mode clone, vous avez rien qui vous différencie, à part potentiellement 2-3 stages, souvent à peu près identiques. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de faire un doctorat. Donc, vous faites un doctorat. À la fin, vous avez super, la thèse, et à la fin, on vous demande quoi? De faire un post-doc. Bah oui, parce que ça suffit pas. Et vous revenez en France, parce que ça va souvent à l'étranger, les post-docs, et vous avez toujours pas de job, d'accord? Parce que c'est saturé, hein. Tout ce qui est enseignant, tout ce qui est chercheur, c'est saturé, d'accord? Voilà. Il faut faire bien gaffe à ça. Par contre, STAPS, biomécanique, ça, c'est vraiment porteur, ok? Il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes à faire. Je prends un exemple, on parle souvent d'exosquelette, voilà, c'est quelque chose qui existe, interface cerveau-machine avec la biomécanique, ça c'est super intéressant. Si vous voulez faire kiné du sport, STAPS, c'est nickel, hein, donc faut vraiment trouver la stratégie qui sera adaptée pour vous par la suite, hein. Je vous donne des idées à chaque fois, hein. Les sciences cognitives, l'IA, alors ça c'est bien sûr quelque chose qui est en vogue en ce moment, hein, mais en fait ça existe déjà depuis des années, en médecine notamment, dans la santé, et bah tout ça, dans quelques années, ce sera des métiers particuliers. Je vous en montrerai après, juste après, hein. Et donc là, vous pouvez prendre toutes les filières de santé, vous rajoutez des masters en IA dans plein de domaines, et là, vous avez une spécialité qui est vraiment ouf. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à aller chercher là-dedans si ça peut vous intéresser, hein. L'informatique, l'électronique, alors oui, l'informatique, ça c'est un truc qui est vraiment intéressant. Alors quand je dis informatique, on parle développement web, des choses comme ça, hein. Forcément, si vous faites un métier de santé, vous voulez pas faire ça de base, hein. Maintenant, il existe des outils qui vous permettent de générer toute une application liée à la santé sans forcément connaître le code. Donc oui, ça c'est un intérêt réel, d'accord? Donc tout ce qui va être informatique, électronique, robotique, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant aussi dans votre dossier par la suite, hein. Voilà. Faut imaginer les métiers du futur, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les sciences sanitaires et sociales, ça reste assez classique, mais c'est bien pour les filières dentaires et sage-femme. Donc, si vous voulez faire dentaire ou sage-femme, je trouve que sciences sanitaires et sociales, c'est bien adapté. Voilà. Ensuite, on a les mineurs qui sont un petit peu plus délicates. On est sur les mineurs qui sont non scientifiques. Ça veut dire qu'il va falloir rechercher des métiers qui sont en fait plus techniques, ok, qui sont un peu en secondaire de la santé. On va prendre un exemple avec le droit. Le droit, alors pharmacie, médecine. Alors on a des spécialistes, hein, dans les droits en médecine, droit de la santé. Pareil pour la pharma. Pour la pharma, on pourrait parler notamment des affaires réglementaires. Voilà. On pourrait parler de l'AMM, hein, donc c'est autorisation de mise sur le marché, des choses comme ça. Donc il faut bien comprendre effectivement que le droit peut avoir une importance capitale. D'ailleurs, il y a une passerelle qui existe, hein. Admettons, vous faites droit. Vous allez jusqu'en 5e année de droit, vous faites votre master, vous pouvez passer en 2e année de pharma ou médecine, hein. C'est une autre passerelle possible. C'est un peu bizarre, mais c'est possible. Voilà. La psychologie, alors ça c'est plus adapté pour la médecine, la sage-femme, kiné. Alors psychologie, on irait plus. Alors bien sûr, ça si on veut faire psychologue, attention, ce n'est pas un métier de santé, d'accord? C'est une licence classique, un master classique. On n'a rien, on peut pas prescrire. Le seul qui peut prescrire, c'est un psychiatre, d'accord? Donc si on veut faire médecin psychiatre, d'accord, pourquoi pas se faire une mineure psychologie. Là, ça vaudrait le coup.
On aime bien mettre aussi sage-femme et kiné parce qu'on est en rapport avec l'humain. Donc du coup, il vaut mieux prendre des mineurs qui sont en rapport avec l'humain. Psychologie, c'est l'humain, donc c'est pas mal. Ah, c'est une bonne stratégie, quoi. Philosophie, donc là, ça peut être tous les métiers de santé. Alors là, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je trouve que c'est pas très pertinent. Ça offre très peu de perspectives d'avenir. Donc voilà, je trouve pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Éco-gestion, donc là, c'est plus, je dirais, alors soit pour un pharmacien, soit pour un médecin, pour l'aide à l'installation, c'est-à-dire comprendre comment on crée une entreprise, comment on gère une entreprise, le stock, etc., les commandes. Pourquoi pas, voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut faire. Ou alors, si on veut parler de la pharmacie, on a l'éco-pharmacie, donc du coup, comment on crée les prix des médicaments, comment sont gérés les prix des médicaments, comment ça fonctionne, les NSM, etc. Donc là, on veut parler d'économie de santé, d'économie de médicaments, etc. Donc là, pourquoi pas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Histoire, géopolitique, lettres. Alors là, c'est vrai que c'est plutôt des profils des personnes qui potentiellement veulent faire de la médecine en international ou de la pharmacie en international, qui veut s'ouvrir au monde. Donc là, c'est quelque chose qui peut être intéressant par la suite, pourquoi pas. Ça laisse quand même peu de perspectives, mais si on veut faire effectivement tout ce qui va être Croix-Rouge, etc., bon, pourquoi pas, ça c'est une bonne idée. Hein. Sociologie, SSH, bon, bah là, on est sur des études précises, il y a très peu de postes, très peu de débouchés. Voilà, donc moi, je pense que c'est pas forcément une voie très intéressante, hein, clairement. Langue étrangère, bon, bah là pareil, pas trop d'avis technique parce que forcément bon bah c'est les langues, on peut les apprendre à côté. Je trouve que ça n'a pas forcément un angle précis. Bon, la seule phase technique, c'est quand on veut faire des traductions par exemple. On est spécialiste en traduction, par exemple je sais pas, pour sortir d'une AMM par d'un médicament vers un autre pays, faire toute la traduction. Voilà, ça peut être ce genre d'élément qu'on peut faire. C'est encore c'est encore pas forcément très pertinent. Sciences de l'éducation, donc là, bah bon, là c'est pour. Alors bien sûr, quand on veut faire enseignant-chercheur, tout ça, on est obligé de passer par la voie de la santé en général pour pouvoir faire enseignant en médecine. Hein, ok. Sciences d'éducation, donc là, c'est plus pour la partie formation interne, ok, pour des structures de santé. Il y a un monde qui est porteur, tout ce qui est la formation, c'est porteur. Pourquoi pas? Voilà, ça reste assez technique, faut voir. Ok. Du coup, il y a plein de choix possibles de mineurs. Mais si jamais je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place? Parce que clairement, on peut vite se vautrer. Hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'apprécient pas la mineure qu'ils ont prise. Hein. Alors, je vous ai expliqué, si on réussit notre année, on est en filière MOPK, très bien. Si on est échec, mais qu'on a la moyenne, on passe en deuxième année de LAS. Si on est échec et on n'a pas la moyenne, on se oriente en première année de L1 sans option santé. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aussi avoir une option qui existe mais qui est pas forcément pertinente. C'est j'ai choisi une mauvaise mineure, j'ai quand même la moyenne, mais je décide d'aller en L1 sans option santé avec une autre mineure pour retenter par la suite de passer en l'AS2 d'une autre mineure. Voilà, c'est un peu le droit à l'erreur, mais on perd un an. Et il y a plus de la moitié des étudiants qui regrettent leur choix de mineur. Donc ça, c'est un truc qui est très très important. Il faut vraiment vous réfléchissez bien là-dessus, d'accord? Hein. Donc, pendant ces plusieurs mois où vous regarderez les vidéos, où je vais essayer de vous interpeller sur les mineurs, tout ça, sur les métiers, je ferai des vidéos sur les métiers, je vais essayer de vous aiguiller sur quel mineur pourrait être adapté, d'accord? Donc c'est un peu l'idée. Alors, je me suis dit, ce serait pas mal de vous présenter quelques métiers d'avenir, des métiers que vous n'allez pas connaître, hein, c'est des métiers où vous savez même pas l'existence en général. Hein. Nous, on pense qu'en métier, voilà, médecin, pharmacien, dentiste ou sage-femme. Ça, c'est les 5 corps de métier. Ensuite, on pense à médecin généraliste, médecin spécialiste ou chirurgien. Hein. Pharmacien, alors pharmacien, il y a pharmacien d'officine, pharmacien biologiste, pharmacien industriel. Dans pharmacien industriel, il y a plein de métiers possibles. On pense à sage-femme, soit en centre, soit en libéral, ou alors à l'hôpital. Ok, dentiste ou chirurgien dentiste, kiné. Alors, on s'arrête là. Mais non, en fait, non. En fait, vous prenez tous ces métiers-là, vous ajoutez une composante et ça vous donne des nouveaux métiers. Alors, exemple de métiers un peu d'avenir, donc du coup qui vont être liés à des thématiques précises. Hein. La télémédecine, c'est un métier d'avenir, d'accord? De plus en plus, maintenant, on met des boîtes pour faire de la télémédecine, hein, notamment en pharmacie. Hein. Vous pouvez retrouver maintenant des caissons entiers. C'est pour les déserts médicaux, hein, pour lutter là-dessus. Donc le patient va dans cette boîte et un médecin
en télémédecine qui va faire la consultation. Voilà. Ça fait partie des possibilités. Donc, c'est-à-dire soit créer des boîtes de télémédecine, d'accord, soit améliorer la consultation en télémédecine. Il y a plein de métiers comme ça autour. Data analyst en santé. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux métiers que vous retrouverez assez fréquemment. Ça, c'est des métiers qu'on recherche. C'est un métier porteur. Pharmacien clinicien, c'est l'évolution des métiers de pharma. Pharmacien biologiste à l'hôpital, par exemple, quand on fait l'internat de pharma, eh ben, on est pharmacien biologiste. On n'a pas une interaction réelle avec le patient. On va faire des prises de sang, analyse, et on va poser potentiellement un diagnostic. En tout cas, on va donner une orientation, mais on voit pas le patient. Là, l'avantage technique, ce serait d'un pharmacien clinicien. C'est-à-dire qu'en gros, pour des patients qui ont des pathologies lourdes, avec des traitements lourds, eh ben, c'est adapter les posologies, adapter les traitements. Et ça, c'est un suivi qu'on pourrait faire en tant que pharmacien. Et ça fait partie des évolutions de mission qu'on met en œuvre pour les pharmaciens. Donc, un pharmacien de plus en plus deviendra clinicien. Et pourquoi ils font ça? C'est parce que on est en pénurie de médecins. Donc, pour pouvoir supprimer des consultations de médecine, on va rajouter des consultations de pharmacie. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça très bien, d'accord? Moi, quand j'étais à l'externat, par exemple, quand j'étais à l'hôpital à Metz, je bug. Donc, c'était à Mercy. Et je faisais des consultations pour notamment ce qu'on appelle les INR, d'accord? Ça, c'est pour tous les problèmes qu'on a entre l'hémorragie, la partie thrombotique. C'est-à-dire, on donne des AVK, un antivitamine K, et il faut aller faire des consultations tous les jours pour doser, on va dire, ce médicament-là pour qu'il soit entre 2 et 3. C'est ce qu'on appelle l'INR, entre 2 et 3. Et ce genre de consultation, c'est quelque chose qu'on va revoir régulièrement maintenant à l'hôpital, mais également dans la médecine de ville, d'accord? Donc, c'est des métiers qu'on peut retrouver en abondance. Donc, pharmacien, d'accord? Mettez pas vous dans cette tête que c'est que les vendeurs de boîtes à l'officine, d'accord? Il y a maintenant d'autres métiers, en tout cas d'autres missions possibles. On a les infirmiers en pratique avancée, donc ça aussi, c'est quelque chose qui va évoluer très très rapidement. Comme on est en pénurie de médecins, les infirmiers vont maintenant pouvoir améliorer leur pratique pour pouvoir faire non plus uniquement des piqûres, la prescription délivrance de médicaments, mais maintenant aller un petit peu plus loin sur peut-être potentiellement du diagnostic, des consultations avancées, des soins un peu techniques que seuls les médecins faisaient à l'époque. Et l'idée, c'est pouvoir en fait avoir du temps à libérer ces médecins-là pour qu'ils puissent faire autre chose. Et les infirmiers sont tout à fait capables de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc ça se fait de plus en plus en interne. On fait évoluer le métier d'infirmier. Donc on passe à un infirmier qui faisait 2-3 ans d'études à un infirmier qui va en interne se former à 5 ans d'études. Voilà. Et il y a des passerelles possibles, je vous ai dit, pour refaire médecine. Donc ça, c'est super intéressant. Conseiller en santé numérique. Voilà. Vous pouvez très bien faire médecin et puis vous orienter sur un master lié au numérique et faire du conseil en santé numérique. Voilà. C'est des choses qui sont en vogue en ce moment, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Ingénieur en IA médical. Vous faites médecine et vous faites un master à côté, sciences pour la santé, ingénierie en IA médical. Il y a des licences spécifiques qui existent. Je vous conseille de regarder les différents masters. Et pendant vos études de médecine, vous allez en même temps faire un deuxième master. Et puis à la fin de vos études, vous êtes double diplôme, médecin, ingénieur en IA médical. C'est super intéressant. Vous pouvez faire plein de choses avec derrière, c'est super intéressant. Biostatisticien en santé publique, ça c'est quelque chose de relativement important. Donc pharmacien, médecin, en général, ils font ça. Développeur d'applications en santé mobile. Il y a de plus en plus de médecins qui créent leur start-up, d'accord, après la sortie d'études, en créant justement des outils pour aider les hôpitaux, pour aider les médecines de ville, etc. Donc, ça vaut le coup en fait de se pencher sur ce genre de métier. Analyste dans données de pharmacovigilance, donc ça fait partie d'un des métiers de pharma. Pharmacovigilance, c'est bien sûr une fois que l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, a été mise sur le médicament est sur le marché. Voilà, il y a une sorte de vigilance qui se met en place, une dernière étape. Du coup, on va regarder à une grande échelle s'il n'y a pas des cas d'effets indésirables. Voilà, et on recense ces cas d'effets indésirables. Ça nous permet de rajouter des éléments statistiques sur le médicament. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Technique. Alors, je vous en donne d'autres. Expert en santé prédictive. Ouais, parce qu'en fait, là, l'horizon 2050, c'est de transformer l'hôpital, qui est un hôpital où on va guérir les gens, à un hôpital où on va prédire une maladie. Ok, ce sera que de la prévention. C'est-à-dire que demain, théoriquement, c'est l'objectif, vous allez plus guérir des patients, vous avez potentiellement une maladie qui va arriver. Et donc, on va agir pour que vous l'ayez pas. Ok, c'est un peu l'idée. Donc, c'est de la médecine préventive. Je trouve ça super intéressant.
de pouvoir imaginer qu'on puisse faire des hôpitaux uniquement dédiés à la prévention. Voilà. Vous avez de plus en plus de centres maintenant qui existent, des centres de prévention, hein, d'accord, de plus en plus, et ça va pousser hein, comme des petits champignons. Dans 10 ans, il y aura que ça. Voilà. Vous pouvez faire aussi analyste de données de santé en médecine personnalisée. Alors la médecine personnalisée, c'est quelque chose de très nouveau aussi. Un exemple très simple, si on a un type de cancer maintenant, vous savez, on a des cancers spécifiques, en cas des tumeurs, on peut analyser la tumeur, on peut regarder le type d'anticorps, et en fait, ce qui va être très très intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des thérapies ciblées. Une thérapie ciblée, c'est quoi? On va prendre donc le morceau d'anticorps de notre individu qui a ce cancer-là. Il n'est pas du tout identique à un autre cancer hein, d'un autre patient. On va faire avec une machine, on va pouvoir analyser tout ça et on va dire ok, on va créer la molécule adaptée pour détruire cet anticorps. Voilà. C'est un exemple très simple, hein, très simpliste. Hein. Et du coup, l'idée, c'est voilà, on va créer le médicament personnalisé pour le patient. Ça, c'est la médecine personnalisée, d'accord. Voilà, et du coup, on va ajouter le traitement très personnel. Donc ça, c'est très demandé dans la cancérologie notamment, d'accord. On peut faire développeur en simulateur de chirurgie assistée par ordinateur, par exemple. Alors, bon, pour donner un exemple, à Nancy, il y a en fait une école de chirurgie avec des simulations de ouf pour justement faire de la chirurgie assistée. Voilà. Et à apprendre aux futurs chirurgiens des pratiques qu'ils n'avaient pas jamais faites auparavant. Et du coup, la création de simulateurs a un énorme intérêt. On peut aussi devenir un expert en apprentissage automatique d'imagerie médicale. Il faut savoir qu'on a de plus en plus de données d'images du coup médicales et maintenant l'IA permet directement de donner un diagnostic à partir des informations qu'il a. Donc on peut devenir un expert en création d'applications qui permet justement de faire des diagnostics rapides. Voilà. On peut aussi faire de la recherche clinique. Avant, on utilisait vraiment des modèles très simples, simple aveugle, double aveugle, hein, on faisait un groupe A, un groupe B. Maintenant, on a des concepts où on peut regrouper, on va dire, des informations intra-individu avec l'IA. Ça permet de faire des analyses très poussées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, expert en cybersécurité, en santé, donc ça c'est quelque chose qu'on est un peu faible en France, hein, faut le dire. Hein. Alors cybersécurité de santé, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que médecin par la suite. Hein. Consultant, diagnostic médical assisté par ordinateur, voilà. Donc là, un pharmacien, un biologiste est meilleur diagnostiquien qu'un médecin de base. Hein. D'accord? Donc faut bien penser ça. C'est que du coup, on peut rallier deux corps de métier pour faire du diagnostic en consultation. Voilà, hein, du consulting, comme on appelle. Hein. Chercheur en robotique chirurgicale. Voilà. Un chirurgien, il a ses mains, c'est la pratique, mais il peut du coup transmettre cette pratique à une partie de développement en robotique. Voilà. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, on peut pratiquer la médecine à distance. C'est-à-dire qu'en gros, je suis spécialiste du cœur. Okay, je suis un des meilleurs chirurgiens du cœur. J'ai l'habitude de faire ce genre de pratique. On n'est que 10 dans le monde, d'accord? Et au Japon, admettons, on a un patient qui a une maladie cardiaque. Justement, je suis l'un des seuls disponibles et je suis en France, moi. Et ben, le Japon, admettons, ils ont leur robot. Voilà. Et moi, à distance, avec une manette, je vais pouvoir tout simplement faire la chirurgie à distance, à 9000 km. Voilà. Voilà. Et ça existe de plus en plus, d'accord? C'est pas une utopie, ça existe de plus en plus et c'est déjà fait, hein, d'accord? Donc ça, c'est possible. On peut être également expert en réalité augmentée, hein, chirurgicale, ça existe aussi. Alors ça, on a notamment Meta qui travaille beaucoup là-dessus. Donc là, effectivement, ils travaillent avec des experts. Et maintenant, avec les casques de réalité virtuelle, effectivement, on peut avoir en fait un élément augmenté sur le corps. C'est-à-dire qu'on a le corps sur la table d'opération et on voit en fait les tranches d'organes, etc. Et là, on sait à quel endroit couper. Voilà. C'est vachement intéressant, c'est super intéressant. Voilà. Bref, je vous donne des idées hein, de métiers possibles. En fait, en pensant aux métiers d'avenir. C'est ça que vous devez avoir en tête et pas partir sur des métiers relativement classiques. Bien sûr, faut garder les métiers classiques comme médecin généraliste, médecin spécialiste, mais je parle juste que, en fait, vous devez réfléchir tout de suite à les perspectives d'avenir par rapport à votre métier. Ah, c'est ça l'idée. Ok? Ça va jusque-là? Ouais. Donc j'ai reçu quand même pas mal de questions de votre part. Hein. J'essaye de répondre à la plupart d'entre vous. Sachez, oui, je vous le rappelle, juste si vous voulez un petit peu plus loin sur Parcoursup, j'ai une petite formation voilà que vous pouvez prendre. Hein. Donc là, c'est l'accompagnement où moi je propose un rendez-vous
d'une heure avec vous, comme ça j'échange un peu sur les vœux, hein. C'est important parce que les vœux, je vous ai dit, hein, là je vous donne un max d'informations, que vous puissiez vous débrouiller tout seul, mais si vous voulez, vous avez un doute, etc., faut pas hésiter à me solliciter, hein. Et par la suite, je vous aiderai aussi sur les lettres de motivation notamment, hein, avec le choix des mots-clés, les formations master, parce que ça c'est très important. Si vous mettez pas de master dans vos lettres de motivation, ou en tout cas de master dans vos projets, dans les dossiers, vous êtes un peu grillé par la suite sur vos chances de réussir à être en passe ou en LAS, hein. On fera également relecture, rédaction et correction de toutes vos lettres, hein. C'est important. Voilà. Et puis je vous aiderai sur toute la partie dossier Parcoursup s'il y a besoin, jusqu'à ce que vous puissiez confirmer vos vœux. Je vous rappelle, c'est jusqu'au 3 avril, hein, 2024. Ok. Voilà. Et bien sûr, je ferai un suivi jusqu'à la phase d'admission complémentaire. Bon, les étudiants qui ont pris cet accompagnement-là, clairement, ils ont tout de suite été pris en phase d'admission, hein. D'accord. Voilà. Il reste encore des places, ne vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse, il ne faudra pas hésiter. Bien sûr, vous aurez accès au pass Elite, hein, sur la plateforme Elite. J'aurai l'occasion de vous réexpliquer ça et les nouveautés qu'il y aura sur la plateforme Elite un petit peu plus tard, d'accord, hein, voilà. Et puis je vous rappelle qu'il y a une réduction de 50% sur objectif Parcoursup, hein, jusqu'à ce dimanche, là, jusqu'à demain, d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions entre-temps, il ne faudra pas hésiter, hein. Voilà, ok.